Kaido meurt, Oda aurait alors brisé cette promesse qu'il s'est faite, à savoir de ne pas faire de Luffy un tueur. Alors oui, là encore on peut se dire ce n'était pas Luffy, mais Nika, mais bon, ouais, pas giga convaincu. Quoi qu'il en soit, je voulais faire une aparté concernant Big Mom et sa mort, puisqu'effectivement il faut garder en tête que les paroles de Pudding ne Moi sont... franchement, hormis le cas Xebec qui pourrait être intéressant avec potentiel retour de Xebec qui pourrait retravailler avec Big Mom, je vois pas pourquoi Big Mom serait en vie. Je vois vraiment pas l'intérêt. sont pas une véritable confirmation, sauf si elle possédait une vivre-carte de cette dernière qui s'est consumée entièrement. Et là encore, c'est un sujet à débat, puisque durant l'arc de Whole Cake Island, on nous explique très clairement que la vivre-carte de Big Mom est si puissante que même ses enfants ne peuvent en posséder une. Mais d'un côté, la vivre-carte que possédait Nami a été récupérée par Amande, donc même s'ils n'ont pas le droit d'en avoir une, ils avaient peut-être gardé celle de Nami, qui leur a donc indiqué l'état de santé catastrophique de Big Mom. Vous l'aurez donc compris... De toute façon, si Kaido n'a pas perdu la vie, et si Kaido est donc toujours sous Onigashima, s'il revient, il va fumer les fourreaux rouges et Yamato. Il va les fumer, et après, rebelote, quoi. Enfin, tu recommences, c'est compliqué cette histoire. Et puis Big Mom, du coup, elle fait quoi? Elle récupère le territoire. Ils ont des statuts particuliers, on parle des êtres les plus puissants au monde, donc... franchement, ceux qui me disent oui, ils sont vivants, pourquoi faire? Difficile de déterminer si oui ou non les enfants de Big Mom savent si cette dernière est véritablement morte. En fait, il est difficile de déterminer si on peut être sûr de sa mort tout court en fait. Parce que oui, comme le dit l'équipage de Teach, c'est nécessaire pour le changement de l'ère, mais d'un autre côté, Big Mom en tombant assurait que ce n'était pas ce qui allait la tuer. Enfin, peu importe le résultat final, je fais davantage confiance à Oda qu'en mon propre jugement, lui seul sait ce qu'il y a de mieux pour son manga. Par contre, j'avoue que cette situation est désagréable parce qu'avec One Piece et surtout récemment, on peut jamais être sûr de la vie ou la mort d'un personnage. Les personnages qu'on croit morts continuent à vivre et les Ouais, mais regardez, par exemple, pour lui là. personnages qu'on croit sûr de la vie ou la mort d'un personnage. En vrai de vrai, si tu pars du côté de l'auteur, tu te dis que si cette fraude perd la vie, Pond, s'il perd la vie ou s'il reste en vie, ça change pas grand chose. T'as le côté émotionnel qui peut être intéressant, mais, parce que bien évidemment, One Piece, puissance. Les persos les plus importants sont les persos les plus puissants, c'est pas pour rien. Si ce perso reste en vie, ça va pas changer grand chose. Qu'est-ce qu'il va faire? Bah rien. Hormis avoir le côté avec sa fille. Mais un Kaido, une Big Mom, comment tu fais? C'est très compliqué. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Je me dis à quoi ça servirait de ramener un Kaido, de ramener une Big Mom, hormis pour Xebec. Les personnages qu'on croit morts continuent à vivre et les personnages qu'on croit vivants sont en réalité décédés. Du coup, je préfère partir du principe que personne ne meurt. Comme ça, au mieux je suis surpris et au pire, je m'y attendais. On va passer à la partie suivante, la partie sur Egghead. Et c'est là que cette review va atteindre son apogée. Alors les bros, je vous invite à laisser un like pour soutenir la chaîne, même à vous abonner pour qu'on atteigne les 350 000 avant la fin de l'année. Voilà, merci beaucoup et continuons. Comme d'hab, on s'enfonce de plus en plus dans cette île futuriste qui nous dévoile davantage de ses secrets. C'est le groupe de Luffy que nous retrouvons avec un âge totalement différent grâce du fruit du démon de Bonnie. Tout de suite, un truc m'a intéressé. J'ai remarqué que le changement d'âge déclenché par Bonnie semble avoir eu un espèce d'effet inverse de leur véritable âge. Exemple, Luffy et Chopper étant jeunes, sont ainsi devenus vieux, alors que Jinbei, lui étant plus vieux, est devenu jeune. Corps des refs au SBS d'ailleurs, décidément Oda ne s'arrête plus. Bonnie, quant à elle, est devenue jeune. Si le schéma que je viens de vous présenter est donc juste, alors le vrai âge de Bonnie serait plus élevé qu'on ne le pense. Pourtant ça colle pas, si Kuma est vraiment son père tout en ayant 47 ans, alors Bonnie doit être au moins âgée de 20 à 30 ans. Plus serait impossible pour des raisons évidentes. On en vient du coup à la fameuse race spéciale à laquelle appartiendrait Kuma. Son histoire nous est racontée et non dévoilée, car nous avions déjà 95% des informations citées dans ce chapitre qui nous a servi à nous rafraîchir la mémoire. En gros, de ce qu'on peut comprendre, Kuma est considéré comme un mauvais roi, sans doute à cause du gouvernement mondial qui a tenté de le diaboliser pour une raison qui leur est propre, parce que Kuma jusqu'à présent a toujours été considéré comme pacifiste et gentil. Mais quand même, une révélation de taille nous est faite, d'après Bonnie, son père viendrait d'une race spéciale. Alors forcément, dès que ça parle de race ou d'espèces inconnues de One Piece, tout de suite c'est intéressant, c'est intriguant. C'est cette race qui aurait davantage intéressé Vegapunk pour travailler sur lui. Son endurance, sa force et sans doute une autre particularité auraient fait de Kuma le cobaye parfait. Et en vrai, je n'ai
aucune idée de ce qu'il pourrait être. Si Kuma est véritablement le père de Bonnie et que Bonnie est plus vieille qu'on le pense, la particularité de Kuma se trouverait peut-être au niveau de son âge ou de son espérance de vie. Il n'a peut-être que 47 ans d'apparence, mais en réalité vieux de plusieurs centaines d'années. Ouais, je suis quand même pas giga convaincu parce que je me base sur beaucoup de choses assez fragiles finalement. Si on voit les choses d'un autre angle de vue, on sait que Vegapunk est spécialisé dans beaucoup de choses, côté invention et science. Mais généralement, le premier truc qui vient en tête en pensant à lui, ce sont ses travaux sur les fruits du démon. Des travaux qui sont jusqu'à présent jamais égalés dans le monde. Et si la race de Kuma avait ce lien avec les fruits du démon? Quoi, quand, comment, je n'en sais rien, mais c'est peut-être... En vrai, le truc le plus intéressant avec Vegapunk sur les fruits, c'est surtout le fruit de Momo. Parce que le mec, il a réussi à te faire des séraphins de ouf. Il a utilisé la résistance de King, qui est une résistance de ouf, d'une race éteinte. Il en restait que un, et Zoro l'a tabassé, et Ryukyu est reparti derrière, reparti dessus. Mais s'il parvient en plus à gérer tout un tas de fruits, c'est un truc de ouf. S'il réussit à te copier les fruits des amiraux, en plus de simplement copier des pouvoirs ou des contre-pouvoirs, comme avec le truc qui permet de toucher Kizaru, sans acquis, des séraphins avec en plus des fruits, vu que le mec il a réussi à donner des fruits à des animaux, non, des fruits à des objets, comme avec Funfried, qui est une épée. Donc Spandam est un épée, ce qui est plus faible que mieux, bien évidemment. Donc un fruit, le fruit d'éléphant, une épée, il peut très bien donner un fruit à un séraphin. Ça me fascine, hein, Vegapunk, il est fou. Pour ça qu'il aurait tant intéressé Vegapunk dans ses recherches. Ou bien encore une race d'origine spatiale, Kuma serait l'un d'eux et aurait atterri sur Terre, attirant l'attention et la curiosité. Kuma la fraude serait donc un extraterrestre. Ouais, bon, écoutez, franchement, l'auteur, des fois, il te donne une petite info, une race différente et tout. De Vegapunk, un passionné de l'univers. Parlons On peut désormais pas non plus partir sur trop d'hypothèses, il y a tellement de... de l'autre partie de Egghead, cette fois-ci Egghead du reste des Mugiwara. Il se rapproche plus que dangereusement du vrai Vegapunk, contrairement à Luffy, et nous découvrons une nouvelle facette de l'île futuriste. Outre le design que je trouve particulièrement stylé, Vegapunk a été capable de recréer l'atmosphère et le sol d'une île céleste sur ses nuages. De voir que... Un fruit sur une arme antique. Les armes antiques, je sais même pas s'il est vraiment au courant de ce que c'est, notre cher Vegapunk. Avec une puissance comparable, ça risque d'être compliqué vu comment c'est présenté. L'existence de ces îles paraît si simple et logique. Après, peut-être que les armes antiques sont frauduleuses. Hein. Un navire qui peut détruire des îles et tout. La dernière fois qu'on m'a dit qu'un truc peut détruire le monde ou une île, c'est le fruit de Barbe Blanche qui n'a pas réussi à détruire un mur. Le mec peut détruire le monde, mais il ne détruit pas un mur. Bizarre. Si loin dans le manga alors que pendant leur première mention c'était un véritable beat, bah ça m'a fait rire, voilà tout. Les Mugiwara, eux, découvrent leur nouvelle tenue pour le reste de l'arc et à ma grande surprise, Sanji tout comme Jinbei n'ont pas la même tenue que les autres. Alors vous allez me prendre pour un fou, c'est sûr, hein, mais j'ai réussi à trouver ça bizarre. Mais un meilleur palmarès que mieux. Ça s'explique vite fait, mais on sait que les Shichibukai semblent liés aux séraphins. Ils sont là! Incroyable, Beau Hancock, niveau intermédiaire, Doflamingo, niveau Katakuri, Moria, je sais pas, Moria, bizarrement c'est une fraude, Kuma, niveau intermédiaire, et Mihawk, niveau Yonko. Peut-être que Vega... Même pas, pourquoi, Kuma, Moria peut être niveau YC2, hein, pourquoi pas, on y est. Pourquoi pas? Punk avec une partie de leur ADN récoltée... Pourquoi pas, hein, je vous le demande, pourquoi le gang des fraudes a réussi à les cloner. Ok, si ce fut le cas pour Kuma, Mihawk et Hancock, alors pourquoi ça ne serait pas le cas pour Jinbei? Parce qu'il est nul, Jinbei. T'imagines, qui veut un séraphin, Jinbei? Est-ce que ça impressionne quelqu'un, ça? Je vais pas l'attaquer, Jinbei, parce qu'en vrai, Jinbei, ça va, en ce moment, il fait des trucs bien et tout, il a pas... Allez, je vais pas l'attaquer, allez. Qui, je vous le rappelle, était également bien Shichibukai. Allez, soyons sympathiques avec Jinbei ce soir. Vous voyez où je veux en venir. Il aurait lui aussi son modèle de séraphin et ironiquement, c'est le... Plus le mec, il a terminé Kuma en long, en large, en travers, il l'a détruit. Il a dit, bon écoute, Bonnie, Pony, tu n'es plus Bonnie, tu es Pony, et ton père est une fraude, ok? Ton père est un tyran qui s'est fait chasser. Seul à avoir une tenue différente sur Egghead. Enfin ça l'était jusqu'à l'apparition de Sanji qui, tout en étant lié à la science par son père, qui lui-même était un allié... Incroyable les Mads, hein, avec César Clown, Vegapunk, Judgy, Vegapunk se retrouve dans la même tenue que le seul des Mugiwara ayant possiblement
un lien avec un séraphin. Donc je ne saurais vous donner une meilleure explication que leur tenue hawaïenne signifie peut-être que Vegapunk possède leur gène dans sa banque de données. Je suis d'accord, même de dire ça maintenant, je trouve que ça n'a peut-être aucun sens, même cette phrase ne veut rien dire, mais j'ai voulu en parler car je trouve étonnant que les deux seuls pouvant avoir un lien avec Vegapunk aient une tenue différente. Mais qui voudrait les gènes de Jinbei? Pour nager, bon, tu prends n'importe quel homme poisson, non? Qu'est-ce que tu ferais avec les gènes de Jinbei? Jinbei? Tout ça c'est bien beau, mais on arrive au point le plus important du chapitre, à mes yeux, oui très clairement après celui de Law versus Barbe Noire. Ce chapitre se clôt avec un appel entre Vegapunk, communiqué à travers Shaka, avec un personnage que l'on connaît que trop bien, Monkey D. Des teintures. Tu prends les gènes de Jinbei pour que tes persos puissent se faire des teintures facilement. Dragon. Le scientifique révèle au chef des révolutionnaires que ça... Respecter le paladin des mers, le jour où il portera ses cacahuètes de baleine requin là, et qu'il ira combattre Jack. Mort approche et... Va combattre Jack, qu'est-ce que tu fais, sale fraude? Qu'il veut lui... Non, je rigole, j'aime bien Jinbei en vrai. Non, ça va. Non, Jinbei c'est un petit peu assagi avec le temps, il est plus sympathique qu'avant, donc ça va. Confier une chose semblant importante. Ok, alors autant vous dire qu'à ce moment... Jinbei a une prime supérieure à Katakuri, donc il est plus fort. Tout à fait, mon ami. Là, ma vision a commencé purement factuel. À se troubler. J'ai eu des vertiges qui se sont fait ressentir très vite. Tout simplement car c'est littéralement la deuxième théorie de ma chaîne qui entrevoit la possibilité de se réaliser. Vegapunk serait un révolutionnaire ou du moins travaillerait avec Dragon et tous les trois accompagnés de Kuma. C'est une dinguerie quand même, Vegapunk travaille avec tout le monde. C'est la première double girouette du monde. C'est même plus une girouette en fait, c'est je sais pas... infiltrer la marine à travers le réseau des Pacifiques. C'est le mec qui va à droite, à gauche, en bas, en haut. C'est fascinant, sa veste, elle est même plus réversible. Il est tout nu, Vegapunk. Fista, leur principale force armée. Il mange à tous les râteliers, exactement. Il mange à tous les râteliers. C'est factuel. Oui, j'imagine que maintenant cette idée s'est beaucoup plus démocratisée, surtout en 7 ans où les théories One Piece se sont vraiment mis à exploser dans la communauté, mais quand même j'avoue le prendre un petit peu personnellement. C'est l'une de mes plus grosses théories, surtout que je vous en ai souvent parlé. Faut le rappeler, Jinbei n'est même pas le plus puissant poisson, Jack existe, exactement. Et ça, c'est à cause de Jinbei. Vraiment souvent, même au point que ma dernière vidéo à ce sujet remonte en avril 2022, où je vous expliquais tout, absolument tout. Toutes mes théories sur Vegapunk sont... On l'avait réact. Prime. Avec Dragon, le SSG et j'en passe. J'ai adoré y travailler dessus, que ce soit en 2015 ou en 2022, et aujourd'hui, elle semble sur la bonne voie puisque Vegapunk contacte directement Dragon en fait. Hâte de voir la conclusion de tout ça, parce que vraiment, j'espère pas que Dragon attend que Vegapunk fasse un truc particulier. Fallait bouger avant, Dragon. C'est juste qu'est-ce que vous voulez. Bon, pas seulement cette prise de contact. Après, il est trop fort, Dragon. Démontre une relation particulière entre les deux, ils parlent de façon amicale au point que Dragon s'inquiète de sa santé, le lien est confirmé, ce qui est déjà énorme, mais la collaboration entre les deux est aussi sous-entendue et là, ça serait l'apothéose. Pour que vous compreniez réellement l'envergure de cette théorie et surtout de ce qu'elle représente dans l'univers de One Piece, laissez-moi le plaisir de vous l'expliquer à nouveau. Comme le confirme Bonnie dans ce chapitre, Kuma ne se serait jamais sacrifié pour... Vous êtes relou dans le chat, je vous jure, vous êtes relou. Du gouvernement. Le projet Pacifista serait une couverture et même un véritable virus au sein de la plus grande institution militaire secrètement dirigée et supervisée par Vegapunk et Monkey D. Dragon. Le but, aider les révolutionnaires à renverser le gouvernement. Ainsi et grâce à un programme implanté... Pas Vegapunk fait trop de maths. Pacifista, un seul ordre, une seule commande émise par Dragon permettrait de prendre le contrôle entier de ces cyborgs. Ça, c'est l'idée de base, la structure même... T'imagines, Dragon, tu crois que le mec en un contrat, il se prend n'importe qui dans le monde, alors qu'en fait, non, le mec a besoin des séraphins, des pacifistas... Non, je refuse d'y croire.